Alors pour commencer, quelques éléments de sémantique. Depuis que je suis là, j'ai entendu parler de fast track, réhabilitation précoce, réhabilitation rapide, enhanced recovery, ERAS, réhabilitation améliorée. On s'y perd. En termes d'histoire de cette affaire, ça a commencé par fast track. Quelle est? Ensuite, en 2010, a été créé le groupe ERAS. Pourquoi le groupe ERAS en 2010? Parce qu'entre les années 95, où l'idée a germé chez Kellett, et 2010, il y a eu des études. Il y a eu des essais randomisés. Il y a eu des méta-analyses. Et donc, en 2010, on avait des preuves, en termes de données factuelles, EBM, que la réhabilitation... ce protocole-là améliorait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement la durée de séjour, mais aussi les complications, la morbidité. Et donc, d'où le shift, comme disent les Anglais, la bascule de réhabilitation précoce ou rapide vers réhabilitation améliorée. Et donc, le terme maintenant consacré en anglais, c'est enhanced. Même Kellett, dans son article de Annals of Surgery, a commencé à parler de réhabilitation améliorée, non pas réhabilitation rapide ou précoce. La rapidité ou la précocité du départ de l'hôpital n'est que la résultante de l'amélioration de la qualité de vie, de l'amélioration du confort et de la diminution des complications. Le malade sort évidemment rapidement après ça. Donc, on parlera plutôt de réhabilitation améliorée. Ça, c'était l'introduction. Moi, je suis tenu de vous présenter le groupe GRACE. Donc, c'est un groupe francophone de réhabilitation améliorée, bien entendu, après chirurgie. C'est un projet qui est né en janvier 2014. Nous sommes une association de 1901 et nous sommes soutenus par toutes les sociétés savantes impliquées. Il en manque. Il y a la SFAR, il y a les sociétés de chirurgie digestive, il y a les sociétés d'anesthésie, que ce soit en France ou en Belgique. Les Suisses vont nous rejoindre aussi et les Luxembourgeois rapidement. Il reste la SOFCOT. Je vais faire un topo en novembre au congrès de la SOFCOT. Et le collège ou la société de gynécologie, je m'y perds moi dans leur organisation, qui aussi nous soutiendront le mois prochain. Donc ça, ce sont les sociétés qui nous soutiennent. Alors, la HAS aussi nous soutient. Dans le dernier rapport, la note de cadrage sur les programmes de réhabilitation en chirurgie, publié en juillet, ils disent que l'organisation de la prise en charge repose entre autres sur le groupe GRACE. Donc c'est pour vous dire que ça y est, le décor est installé. Donc le projet de ce groupe, ce n'est pas de réinventer la roue. Les publications ont été faites, notamment en chirurgie digestive, en orthopédie, et ça commence en urologie et en gynécologie. Notre but principal, c'est d'implémenter cette méthode à grande échelle. Accessoirement, il y a un comité scientifique qui fera aussi un peu de recherche, évidemment pour faire avancer les choses, mais notre premier but, c'est d'implémenter à grande échelle ce qui n'est pas pour l'instant réellement fait. Alors, réhabilitation améliorée, c'est essentiellement en rouge esprit d'équipe. C'est ça notre force. C'est que nous développons l'esprit d'équipe. Et vous voyez les différents intervenants ici. Alors, cette slide, elle ne contenait pas, il y a à peu près une quinzaine de jours, médecin traitant, je l'ai rajouté récemment. Parce que c'est un maillon très important de la prise en charge. Le gériatre aussi, je l'ai ajouté un peu de manière plus précoce, parce que la population vieillissante, nous avons affaire à des malades âgés et on sait très bien que l'impact de cette prise en charge chez les patients âgés est essentiel et très importante. Vous voyez en gris aussi le patient. Le patient n'est plus l'objet qu'on traite, entre guillemets l'objet, hein, ce n'est pas un jugement de valeur, mais le patient fait partie de la prise en charge. Et dans notre protocole, par exemple, de la prise en charge en réhabilitation, nous avons ce que nous appelons, nous, un carnet de bord du patient. Et le patient, tous les jours, coche ce qu'il a fait. Donc, il participe à la prise en charge. Il dit, j'ai marché 60 mètres, j'ai marché tout le couloir. Et à propos de marcher au Danemark, on a aussi remarqué que les fumeurs, une fois qu'ils sont opérés, marchaient plus et donc avaient une réhabilitation plus accélérée que les non-fumeurs, parce qu'ils étaient obligés de sortir. Et donc, le patient est un élément très important.
C'est bien, ça fait réagir. Ça va, vous ne faites pas la sieste. C'est bon. Donc le patient est un maillon très important de cette prise en charge. Alors, nous ne nous adressons pas uniquement à ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire la chirurgie digestive colorectale, à la gynécologie. On a beaucoup parlé d'orthopédie. Il y a aussi toute la chirurgie sus-mésocolique. Même les œsophagectomies peuvent faire l'objet de cette prise en charge. La chirurgie biliopancréatique. Maintenant, il y a une équipe à Lyon, par exemple, qui fait beaucoup de pancréas dans ce contexte-là, la chirurgie thoracique, la cardiaque, etc., et la chirurgie vasculaire. Donc, nous nous adressons à tout malade opéré. Ce n'est pas uniquement la chirurgie digestive ou la chirurgie colorectale. Alors, comment faire pour avancer dans ce dossier et pour faire réussir ce projet-là? Nous avons constitué un groupe. Ce n'est pas tellement pour les photos, mais ni les noms des personnes, mais je vous dirai un peu leur spécialité. Chirurgien anesthésiste, chirurgien nutritionniste. Ici, nous avons aussi un médecin, anesthésiste, chirurgien, nous avons des infirmières, nous avons aussi un collègue qui s'occupe du site internet. Et dans chaque commission, vous voyez, il y a une commission scientifique, une commission d'implémentation que je vous détaillerai tout à l'heure. Dans chaque commission, tous les corps de métier sont représentés pour qu'on ait, de la même manière que pour la réhabilitation améliorée, qu'on ait cet esprit d'équipe, qu'on travaille en équipe ensemble. Alors, ces commissions. La commission scientifique s'occupe du symposium annuel. Le prochain symposium, c'est a priori le 27 mars 2015. Elle s'occupe de sites web que je montrerai tout à l'heure. Et elle s'occupe de valider les protocoles qui auront été rédigés ou bien par la commission des spécialités. La commission d'implémentation, c'est la commission la plus importante, puisque c'est notre boulot, en quelque sorte, l'implémentation. Et elle donnera les moyens d'implémentation, je vous les donnerai. Elle va labelliser les centres de référence au niveau national et elle va aider ces centres de référence à organiser des réunions scientifiques locales ou régionales. Et ensuite, nous avons bien entendu, il le faut bien, une commission de relations extérieures avec l'ERAS Society. Alors pourquoi, juste un petit mot d'histoire, pourquoi ERAS Society et pourquoi GRAS francophone? En fait, l'ERAS Society, l'ERAS est une marque déposée. On ne peut pas utiliser le nom ERAS sans mettre le petit R entouré d'un rond devant. Et pour avoir le nom ERAS et pour collaborer avec ERAS, j'ai fait partie du bureau ERAS, il faut participer à la base de données ERAS, ce qu'ils appellent le IAS. C'est une base de données obligatoire pour être centre d'excellence et pour faire partie du groupe ERAS. Et cette base de données est payante. On est obligé de régler 12 000 € la première année, ensuite, je schématise, ensuite 10 000 € par an pour 100 malades. Et chaque malade supplémentaire dans la base de données, je le laisse travailler, pas de souci, pas de souci. Donc, chaque malade supplémentaire dans la base de données, c'est 90 € en moyenne. Donc, si on opère 200 malades, j'arrondis, par an, par centre, et qu'on veuille participer à cette base de données, pour avoir le nom ERAS, eh ben, c'est 20 000 € par an. On a considéré que c'est le meilleur moyen de faire échouer l'implémentation, notamment en France. On ne peut pas demander aux gens de modifier leurs habitudes, d'évoluer dans leur pratique et en plus de payer. Donc c'est pour ça qu'on a pris le nom GRAS et qu'on a quitté un peu l'ERAS Society, mais on a gardé des ponts avec cette société ERAS qui est un peu la société mère en quelque sorte. Les rapports avec l'industrie, les sociétés savantes, etc. Les administrations, nous avons des rapports maintenant très avancés avec la HAS, avec la CNAMTS et avec les ARS, notamment en Île-de-France et chez moi en Auvergne. Voilà, un peu c'est cette organisation-là qu'on a mise en place. L'idée, c'est de se baser sur les guidelines, sur les recommandations qui ont déjà été publiées, sur les moyens d'implémentation que je vous détaillerai, sur un cahier des charges pour que la commission d'implémentation valide les centres de référence qui seront labellisés et chaque centre de référence organisera au moins une réunion par an pour diffuser la bonne parole. Donc on aura un maillage territorial large et efficace, c'est-à-dire que les centres de référence serviront de relais pour transmettre un peu le message de la réhabilitation améliorée. Et chaque centre de référence, grâce à cet audit-là que nous allons mettre en place, mais gratuitement,
il sera gratuit pour les centres de référence, fera ses soins, pourra s'évaluer, et vous savez que l'évaluation et l'audit des soins fait partie intégrante du protocole ERAS, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est ça le logo qu'on a imaginé pour le centre de référence, c'est un genre de tampon. Et chaque centre de référence doit répondre globalement à ce cahier des charges. Il faut qu'ils apprennent la méthode. Je crois que vous tous qui êtes là, vous êtes un peu sensibilisés à ça. Vous savez un peu de quoi il s'agit, du moins au terme de cette journée. Il faut qu'il y ait une équipe locale dédiée, notamment l'infirmière dédiée. Il faut que les protocoles soient rédigés. On a mis en place, comme je vous le montrerai, des protocoles sur le site, basés sur les recommandations publiées. Il faut, pour être centre de référence, il faut participer à la base de données, qui sera gratuite, contrairement à ERAS, et qu'il faut que le centre de référence organise des réunions, au moins une réunion régionale par an. Il faut qu'il participe à la formation continue, qu'il participe par exemple dans un congrès de la SFAR ou de la Société de chirurgie orthopédique ou digestive à une session consacrée à ce thème-là, ou bien venir à notre symposium annuel. Il faut qu'il fasse un rapport annuel au groupe GRAS. C'est ça le cahier des charges des centres de référence. Alors si on veut se lancer dans cette affaire-là, la première chose qu'il faut faire, c'est faire un organigramme pour se valider et pour s'améliorer dans les soins. C'est-à-dire, si on commence par exemple en octobre, on fait une réunion de toute l'équipe. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est un peu la base du travail. On fait les soins tels qu'ils ont été conçus pendant un mois. On refait le point au bout d'un mois. On continue à faire les soins et puis on s'évalue par exemple au mois de juin. C'est variable, hein, c'est une simple proposition. C'est variable. Mais ça, vous voyez, une année d'application de ce protocole-là. Ça, je ne l'ai pas inventé, ça a été pompé à la société ERAS en fait. Alors, un exemple, là vous avez dans le site un exemple de protocole générique, par exemple pour les gastrectomies. Et si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a un protocole générique. On vous dit les choses qui sont validées et les choses qui ne le sont pas. On ne rentre pas dans le détail sera dans la partie adhérent. Donc là, vous pouvez avoir une idée. Il y a différents protocoles qui sont publiés sur le site. L'estomac, le côlon, le rectum, le pancréas, le foie, la chirurgie bariatrique. Les orthopédistes vont aussi nous donner leur site, le protocole foie aussi. Et vous pouvez avoir une idée du protocole de réhabilitation. Mais sachez aussi qu'un protocole de réhabilitation n'est pas gravé dans le marbre. On a vu ce matin la discussion sur la péridurale. Il y a quelques années, on pensait que la péridurale était quelque chose d'essentiel, même en cas de laparoscopie. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. Le chewing-gum, par exemple, on pensait avant que c'était important pour la reprise du transit. Les études récentes montrent que si le malade, le but du chewing-gum étant de provoquer un réflexe vagal et donc une motricité intestinale. Si les malades mangent rapidement, ils n'ont pas besoin de chewing-gum. Donc le chewing-gum a été abandonné. Et ainsi de suite, donc les protocoles évoluent et ils évolueront sur le site aussi. Alors, c'est ça en fait l'architecture, hein, comme je vous l'ai dit, les centres de référence par région, une vingtaine à peu près en France. Alors, nous ne faisons pas la différence entre privé et public, évidemment. S'il y a un centre privé qui veut être centre de référence, il le sera centre de référence. Il peut y en avoir 2 par région. Ce n'est pas propre au CHU, entre guillemets, par région. Nous avons des cliniques qui sont très avancées dans ce domaine-là, contrairement à certains hôpitaux. Et chaque centre de référence diffusera le concept autour de lui. Alors, cela est valable donc pour la France, mais aussi pour la Belgique, la Suisse et bientôt le Luxembourg. Là, vous voyez notre site internet. Donc, ça se présente comme ça, avec une partie patient. On insiste beaucoup sur l'importance du patient, comme je vous l'ai dit. Une partie professionnelle ouverte grand public et un espace membre, bien évidemment. Et ici, vous avez sur le site une vidéo qui vous explique un peu ce que c'est le concept de la réhabilitation. Donc ça, c'est comme il se présente. Là, je suis allé sur l'espace professionnel. Qui sommes-nous? On vous montre un peu avec les noms de toutes les personnes au-delà du conseil d'administration, les protocoles génériques, comment devenir membre. Ici, c'est la bibliographie, toutes les études qui ont été publiées sur la réhabilitation y sont. Toutes. Il y a des centaines d'études. Et là, une veille scientifique qui m'est chère personnellement, c'est-à-dire 3-4 fois par mois, on publie un abstract traduit en français. Et l'abstract est publié in extenso tel qu'il est dans PubMed. Et après l'abstract, il y a ce qu'on savait avant l'étude et ce qu'apporte cette étude.
C'est en quelque sorte la crème de ce qui a été publié au cours du mois sur la réhabilitation améliorée. Et vous avez tous les mois entre 3, 5 abstracts sélectionnés, commentés pour vous dire ce que vous apporte cette étude-là. Et ici, comment devenir centre de référence, en gros, c'est le cahier des charges. Voilà. J'espère que vous allez participer à ce protocole parce que Grasse est un ami qui vous veut du bien et je vous remercie de votre attention. On a une équipe, un établissement qui décide de s'investir dans la méthode ou en tout cas de la formaliser. Nous venons sur place. D'accord. Donc, en pratique, vous venez sur place. On vient sur place, ou moi ou l'un des membres de la commission d'implémentation. On fait une réunion comme ça, on vous donne un petit les tuyaux, les trucs, les bêtises à éviter, etc. Pour commencer, on organise un plan sur une année, par exemple. Et voilà, et on commence. C'est très simple. Y a-t-il un suivi? Un suivi, je vous ai dit que... non, mais par grâce. Ben oui, je vous ai dit que tous les ans, le centre de référence doit envoyer un rapport à Grasse pour dire un peu ce qu'il a fait, s'il a fait une réunion régionale, le type de pathologie qu'il a inclus dans la prise en charge, etc. Alors parallèlement, il y a une base de données. Cette base de données est propre à chaque centre, c'est-à-dire que chaque centre peut utiliser ces données pour les utiliser, les interpréter, les communiquer, les publier, peu importe. Et il peut utiliser aussi, comparer ce qu'il a fait par rapport à la base de données nationale qui inclut le plus grand nombre de centres de référence. Il y a un support documentaire. Oui, bien sûr. Celui-là, enfin moi je le comprends bien, je ne suis pas sûr d'avoir toujours tout compris, mais là je vois bien qu'il y a un support documentaire. Oui. Après, en termes d'accompagnement terrain, il y a au départ on va dire une réunion de sensibilisation, d'amorçage des équipes et de l'équipe mais c'est à l'équipe et c'est à l'établissement et aux moyens de l'établissement, aux moyens humains, enfin à l'ensemble des moyens, de mettre en place cette démarche, suivant une grille que vous fournissez. Je vous ai proposé cette grille-là. Ça peut être ça. Vous pouvez la moduler. D'accord. Mais voilà. Mais au bout d'un an, vous faites le point avec nous. Où vous en êtes, si vous avez bien implémenté. Et donc, mais l'audit, le logiciel d'audit sert à ça. Alors, je ne veux pas trop m'étendre, parce qu'il n'est pas en place pour le moment. C'est dans un mois qu'il sera fonctionnel. Alors, le logiciel d'audit, son but, c'est de vous cocher les cases. Je prends la chirurgie colique, je lui ai pas fait de préparation colique, je lui ai donné du glucose, je n'ai pas laissé à jeun, etc. Et vous voyez, en fonction du nombre d'items, parce qu'on l'a prouvé, je ne veux pas trop rentrer dans le détail de la littérature, on a prouvé qu'il y a un croisement entre le nombre d'items que vous appliquez et la durée de séjour. Et donc, on a un système online. Vous voyez, selon le nombre d'items, votre durée de séjour. Et vous voyez très bien, au bout de quelques mois, le croisement, plus vous faites d'items, et plus la durée de séjour diminue, le schéma s'affiche automatiquement. C'est-à-dire c'est fait de manière intuitive. Donc ça vous permet, vous, déjà, de vous évaluer. Et parallèlement, de vous comparer aux autres. Et si je prenais si je prenais un pendant, par exemple, une procédure de certification, telle qu'elle peut exister et telle qu'on la vit tous les jours, qui constitue un prédiagnostic en auto-évaluation sur la base d'un référentiel contraint qu'on a tous non pas à respecter, à coter selon notre propre regard. C'est le principe de l'auto-évaluation, qui est sanctionné après par une visite, par des experts visiteurs en vue d'obtenir un niveau de certification, qui est un processus finalement de labellisation, d'implémentation, de labellisation. Oui, dans le principe, oui. Ouais. Dans la pratique, il y a une grille d'auto-évaluation, il y a une visite d'expert-visiteur, il n'y a pas de visite d'expert-visiteur parce que, vu le nombre de centres qu'il y a, on est incapable de visiter tous les centres. On a la base de données qui est une base de renseignement incroyable, c'est-à-dire qu'on peut voir, nous, ce que vous faites. Plus votre rapport annuel, ça nous suffit pour la certification. Est-ce qu'il y a un chef de projet chez Grasse? Moi, je suis établissement, j'ai une équipe. Est-ce qu'il y a un chef de projet chez Grasse? Il y a un chef, c'est moi. Non. Je plaisante. Ça, on a compris. Non, je plaisante. Il y a un chef de projet, c'est la commission d'implémentation. D'accord. On sait que la commission d'implémentation, c'est elle qui gère l'implémentation dans les différents centres et qui peut vous aider à faire les réunions régionales,
D'accord. Nous sommes sponsorisés par des labos. Je ne les ai pas montrés ici. Nous sommes sponsorisés par des labos. Je prends un exemple, Labo Nestlé. Labo Nestlé s'est engagé à aider chaque centre qui veut organiser une réunion locale ou régionale à le sponsoriser et à aller sur place et à l'aider dans l'organisation de cette réunion. Et une clinique qui n'est pas centre de référence, parce que j'ai compris qu'il y avait plusieurs degrés. Une clinique peut être centre de référence. Et peut ne pas l'être. Peut ne pas l'être, bien entendu. Et quel est le rôle du centre de référence? Est-ce que c'est un référent? Elle peut être un peu le satellite de ce centre de référence. C'est-à-dire, le centre de référence réunit les différents centres privés ou publics autour de lui dans une réunion régionale pour leur parler de quoi il s'agit, leur dire l'intérêt de la chose et les amener à participer à ce projet-là. Ils sont libres, clinique ou hôpital général ou peu importe, de se participer à la base de données, d'être centre de référence ou non. On ne les oblige pas. Mais on voudrait bien qu'il y ait au moins, par région, au moins un centre par spécialité. Ça, c'est important pour diffuser. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le maillage du territoire, c'est la diffusion de la méthode, c'est tout ce qui nous intéresse. D'autres questions? Merci Karen.